Bienvenue à la recyclerie. Merci d'être venu ce soir pour la conférence L'océan, protagoniste du monde de demain. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre des éco-optimistes en campagne. Donc chaque mois, un thème. Ce mois-ci, le mois de juin, c'est le thème consacré à l'eau et aux océans, d'où cette conférence. J'en profite pour vous rappeler que jeudi prochain, on a un déjeuner qui s'appelle Papote and Popote avec le fondateur de la Safe Water Cube, qui est une fontaine qui est capable de rendre l'eau potable en seulement 1 heure, 1000 litres d'eau. Donc voilà, il reste encore des places. Donc si vous voulez vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Et lundi prochain, on a un événement, une petite conférence aussi sur l'éco-conception au service des océans. Voilà, il reste encore des places, donc vous êtes les bienvenus. Maintenant, je vais laisser la parole à Georges Pernoud. Voilà. Merci. Bonjour. On m'a demandé de venir pour essayer de dépatouiller ces scientifiques qui ont tendance en général à parler latin, mais on arrive à leur faire parler français aussi. Surtout en ce qui concerne l'océan, la mer, je pense que ce sont de bons marins et de bons scientifiques qui travaillent en ce moment sur tous ces points. Je vais quand même leur demander déjà de quoi ils vont nous parler. Alors... Oui, un micro pour deux. Bonsoir à tous. Alors, je ne connaissais pas la recyclerie, je la découvre. Voilà. Ça me rappelle beaucoup Darwin à Bordeaux, où on intervient quelquefois. Moi, je m'appelle Gilles Boeuf, je suis professeur à l'Université Pierre et Marie Curie. J'ai été 7 ans le président du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. J'étais professeur invité au Collège de France. Et j'ai passé toute ma vie à travailler sur les organismes qui peuplent l'océan. Et là, j'achève 2 ans là, avec Ségolène Royal, avant de démarrer avec Nicolas Hulot là, cette semaine, là, pour parler effectivement de 3 choses qu'on avait à cœur de développer lors de la COP 21, que vous avez inscrite ici. Là. L'océan. Pourquoi parler d'océan ? 20 COP sans parler d'océan, ça paraît incroyable. Deuxièmement, le vivant, la biodiversité. Le meilleur révélateur du changement climatique, c'est le vivant. Ça fait longtemps qu'il l'a perçu et qu'il répond à ce climat qui change trop vite. Le climat a toujours changé, mais il change trop vite en ce moment. Et le troisième thème, c'était les femmes. Et il y en a beaucoup dans la salle ici. On a voulu vraiment, à la COP 21, faire une mention spéciale à l'interprétation que les femmes font du changement climatique, en particulier en Afrique. Et elles ont des solutions que n'ont pas les garçons. Donc voilà, on s'était battu pour ces 3 activités-là. Et c'est ce qu'on continue. On a continué ça à la COP 22. On verra dans les prochaines COP ce qu'on va développer. Relié océan, changement climatique. Et je terminerai en disant que l'océan, c'est le principal régulateur du climat. On va y revenir tout à l'heure. Merci Georges. Merci à tous. Il fait très chaud. Il va faire de plus en plus chaud parce que le soleil va descendre et donc va toucher tout le monde. Préparez-vous. Bon, moi je m'appelle Romain Troublé. Je suis un marin au départ. J'ai fait beaucoup de bateaux à voile, beaucoup de régates. J'ai participé 2 fois à la Coupe de l'América qui se déroule en ce moment. Et puis j'ai, comme Gilles, un tout petit peu comme Gilles, j'ai fait un peu de biologie dans ma vie, biologie du vieillissement, biologie moléculaire, jusqu'avant la thèse. Puis après la thèse, au lieu de faire la thèse, j'étais faire du bateau. Donc, voilà. Et maintenant, je dirige la fondation Tara. Je ne sais pas si vous connaissez ce bateau, qui s'appelle Tara, qui navigue autour du monde depuis 14 ans maintenant, qui est l'ancien Antarctica, qui a été construit par un médecin explorateur qui s'appelle Jean-Louis Etienne. Et ce bateau Tara, alors où on parle, dans une mission qui s'appelle Tara Pacifique, à l'autre bout du monde. Il est arrivé en Nouvelle-Zélande hier. Et il est à la moitié d'une mission sur les récifs coralliens, comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ils blanchissent aussi vite, aider la recherche à comprendre. Et c'est vraiment ça ce qu'on fait chez Tara, c'est d'abord aider les chercheurs à aller en mer, c'est déjà compliqué, et d'aller de plus en plus en mer. C'est de raconter cette recherche, quelles questions on se pose, pourquoi l'océan, qu'est-ce que peut nous apporter l'océan demain, comment prédire ce qui va se passer davantage, comment se prédire comment va s'adapter l'océan au climat, et comment il va aussi répondre au changement climatique, dans les 2 sens. Et c'est par la vie qu'on trouve dans les océans, c'est par la vie que Tara étudie dans l'océan depuis 10 ans maintenant, qu'on essaie d'apporter des réponses, en tout cas, qui ne sont pas toute la réponse, mais qui sont une partie de la réponse à ces changements climatiques qu'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là par cette chaleur. Et merci aussi à la Fondation Veolia, qui depuis 8 ans maintenant
soutient ce projet Tara et aussi la recyclerie, je crois. Il est timide, il n'ose pas dire la vérité. Nous, on a travaillé, toute l'équipe Thalassa a travaillé 3 ans avec Tara, qui est parti dans un coin, un peu tous les coins, pour aller vers le... Comment ça s'appelle? Non, mais les petits filets, tout ça, c'était pour... Le plancton. Alors moi, je suis le contraire. J'ai été un mauvais élève, mais j'avais retenu une seule chose, c'est qu'il fallait protéger l'Amazone, parce que l'Amazone pompait 7 à 8% du CO2. Ils nous ont appris, je dis nous parce que ce soit moi, que ce soit les téléspectateurs ou autres, ils nous ont appris que le plancton en mangeait 41%. Donc on comprend tout de suite que les travaux qui ont été faits par Tara sur le plancton sont importants. Par exemple, ça peut modifier la température de la Manche. Je vais donner un exemple que j'ai entendu ailleurs, mais c'est pas grave. Si par exemple le Gulf Stream se freine ou s'arrête, il fera moins 40 à Bordeaux. Excusez-moi d'avoir choisi Bordeaux. Mais bon, ça fait quand même une différence. Et ces gens-là ont même eu une médaille d'or du CNRS sur ces travaux. Et pour un mauvais élève comme moi, ça a été 3 années sympathiques où j'ai appris un peu plus de choses. Mais ne vous inquiétez pas, ils en ont encore beaucoup d'autres à nous expliquer. Tu rebondis sur Tara? Tu rebondis sur Tara? Ouais, alors on est allé s'intéresser au plancton. Et quand on est parti s'intéresser au plancton, invisible. Invisible, le plancton. On est parti autour du monde comme ça. On a dit à des partenaires, on veut aller comprendre le plancton. Alors tout le monde disait, plancton c'est invisible, tout le monde s'en fout, c'est moche. Et puis de toute façon, on sait déjà ce qui se passe dans la mer, on a tout compris. Et donc on est parti et 90% de ce qu'on a collecté, on a pêché le plancton à l'échelle de la planète comme ça. Un truc invisible, donc on pêche l'invisible. Rendez-vous compte à bord du truc, on pêche, et puis on récupère de la bouillie. Et en fait, quand on regarde avec des microscopes, on trouve des bactéries, des virus, des petites microalgues minuscules, des petites crevettes, tout un monde entier, tout un monde. Et donner une idée un peu, c'est 90% de ce qu'on a rapporté de cette biodiversité incroyable reste inconnu de nous, de l'homme. Et alors moi, je trouve ça hyper optimiste, parce que je me dis, on croit tout savoir sur cette planète, on croit avoir fait le tour, on va sur Mars, on va bientôt sur Mars, sur la Lune. Et en fait, on a un trésor de biodiversité, un trésor de molécules, et Gilles en parlerait mieux que moi, sous nos pieds. Enfin, quand on nage, quand on boit la tasse, on boit à peu près 100 000 petits organismes. Donc, ça a un goût d'ailleurs, ça a un goût la tasse. Et donc tout ça, c'est une biodiversité, une richesse qu'il faut non pas exploiter, mais comprendre d'abord comment ça marche, comment ce petit peuple des océans nous fait respirer, comme dit Georges, stocke le CO2. Et ça, c'est la biodiversité. Peut-être que tu peux rebondir sur cette biodiversité incroyable que la mer englobe. Alors, moi qui ai présidé ce musée d'histoire naturelle, on s'amuse, nous, à compter, à faire des inventaires de ce qui existe de vivant sur la Terre. Aujourd'hui, on connaît un petit peu plus de 2 millions d'espèces. Alors, quand je parle d'espèces, je mets tout. Je mets les bactéries, bien entendu, nous sommes une planète bactéries. Je vous rappelle que chaque corps humain ici dans la salle, et moi compris, et Georges aussi, c'est au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Sur la peau, dans les cheveux, dans les trous de nez et dans le tube digestif. Première chose. Ensuite, un bébé humain à la naissance est 3/4 d'eau. Alors quand je vous dis qu'on est fait de bactéries et de flotte, ça devrait nous rabattre un peu le caquet et modifier l'arrogance de l'humain vis-à-vis des non-humains. Et l'océan est un merveilleux lieu d'étude. Donc 2 millions d'espèces. Dans l'océan aujourd'hui connu, déposé dans les musées, décrit 255 000 espèces, soit 13%, tout ce qui existe. Tara nous ramène, après 3 ans d'expédition, peut-être l'équivalent de 700 000. Pour l'instant, elle ne s'est pas encore traduite en espèces. Il va rester encore du travail, peut-être qu'on aura un siècle de travail. En tout cas, il y a 700 000 espèces potentielles à ramener par Tara. Chaque goutte d'eau de mer, où que vous soyez sur la Terre,
c'est plusieurs centaines de milliers de microalgues avec des noyaux, qu'on appelle des protistes, hein, des petits champignons, des levures, des choses comme ça. C'est aussi ensuite, on l'a dit à l'instant, des millions de bactéries et enfin des milliards de virus, partout, en permanence, et ça depuis la nuit des temps. Vous savez que la vie apparaît dans l'océan il y a un peu moins de 4000 millions d'années. C'est quoi la vie? Au départ, c'est une membrane. Vous avez une petite sphère avec un extérieur et un intérieur qui communiquent sans arrêt. Il y a des passages intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. C'est ça la vie. Et cette cellule initiale, mère, elle va se diviser en 2 filles, exactement copie de la maman, et en 4 et en 8. Et c'est comme ça que la vie est partie dans l'océan. Et il faudra attendre l'invention du sexe, il y a à peu près 1,5 milliard d'années, pour que la biodiversité augmente beaucoup, puisque le sexe au départ chez les bactéries, c'est pas très stimulant, hein, c'est pas ce que vous connaissez. C'est une bactérie, une bleue, qui échangent ce qu'on appelle un transfert latéral de gènes. Ils échangent du matériel génétique, de l'une à l'autre. Et c'est extrêmement puissant, ceci, pour répondre au changement. C'est-à-dire que si vous êtes toujours la même copie de la maman, je prends un exemple avec les parasites, vous avez un parasite qui a tourné vos barrières, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Alors que si vous faites un transfert latéral de gènes, vous aurez de nouveaux gènes, de nouvelles protéines, et vous pourrez enfin trouver l'astuce pour vous débarrasser de vos parasites. Finalement, pourquoi les mâles existent? Pour nous débarrasser de nos parasites. Ouais, c'est la seule explication que j'ai trouvée pour comprendre pourquoi la nature tolérait les mâles. Et dans le plancton, on suit tout ça en fait. Et ce phytoplancton, ce zooplancton, ce bactérioplancton, ce viroplancton sont absolument essentiels. Ils sont à la base des chaînes vivantes. J'irais même moi jusqu'à la moitié de l'oxygène produit en fait par l'océan aujourd'hui. Et pour terminer sur cet aspect océan, la chaîne planctonique, l'humain intervient dessus. Qu'est-ce que fait l'humain? On ne détruit pas l'océan. On détruit une forêt. On peut détruire un lac, pas l'océan. L'océan, qu'est-ce qu'on fait? On détruit le littoral, la frange barrière, la mince barrière entre le continent et l'océan, ça on le détruit. Allez à Monaco, vous verrez ce qu'on a fait de la côte monégasque. Hein. On le pollue horriblement partout avec ces plastiques, dont on a souvent parlé d'ailleurs à Thalassa, ces microplastiques fragmentés qui font entre un demi-millimètre et 1,5 millimètre. C'est transparent, ça flotte. Pour les animaux marins, c'est du plancton, on les avale en permanence. Il y a un travail américain récemment qui montrait qu'en Californie, 40% de tous les poissons qu'on pêche étaient bourrés de plastique. Et comme on mange ces poissons, nous aussi on se contamine par ce plastique. Destruction du littoral, pollution, dissémination de tout partout. Ces pétroliers géants de 400 000 tonnes qui se remplissent d'eau de mer à Rotterdam et qui vont chercher du brut en Arabie, relarguent ce pétrole sur les côtes d'Arabie et vous relarguent des microalgues, des virus et des bactéries qui créent de vrais problèmes locaux. On estime aujourd'hui que 3000 espèces vivantes s'échangent par jour à cause de ce ballastage de ces grands bateaux. 14 milliards de tonnes d'eau de mer chaque année. Et enfin, bien sûr, on surexploite. Les pêches maritimes. Pêcher, c'est très bien. Surpêcher, c'est stupide. Tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, il y a un 5e facteur, le changement climatique, que j'évoquais tout à l'heure, et qui s'ajoute à la destruction, à la pollution, à la dissémination et à la surexploitation. Voilà à quoi faire face l'océan. Et quand je vous aurais dit que l'océan, c'est 93% de l'énergie accumulée depuis les origines de l'humain qui accumule ces substances, effectivement, par cette activité économique, c'est aussi un peu plus d'un quart de la fixation du gaz carbonique qu'on émet. Voilà, rôle essentiel. Il a une énorme inertie, parce que c'est une énorme masse d'eau. Ça marche beaucoup mieux que l'air. Hein. Les 3 premiers mètres de l'océan sur lesquels travaillait Tara stockent autant d'énergie que toute l'atmosphère de la Terre aujourd'hui. Donc vous voyez, le défi océan, il est là. On ne peut pas s'en passer. Il a donné la vie, il la maintient. C'est la meilleure machine à réguler le climat et à continuer à produire cette vie. Le seul plancton, je termine là-dessus, lui seul, pas en valeur absolue à l'instant où je vous parle, mais en capacité à produire, peut facilement produire la moitié de tout ce que la biomasse terrestre peut produire. Un rôle absolument essentiel. Et sachez simplement qu'au sein de chacun d'entre vous, là, vous avez un petit océan, 3 fois moins salé. Un corps humain, c'est à peu près 9 grammes de sel par litre, l'océan, c'est 35. Et ça marche depuis la nuit des temps. Notre sang rappelle la sortie de l'océan il y a 450 millions d'années. Bon, ça devrait changer notre relation à l'océan. Alors moi qui suis néophyte, ça me fait un peu peur ce que vous dites. Ça me laisse penser à un horizon difficile à guérir. Est-ce qu'on a une chance d'y arriver? Parce que ça fait beaucoup de
Je crois qu'il faut être réaliste. Et pour bien soigner un patient, il faut bien connaître sa pathologie et ses problèmes. Et ce que vient de décrire Gilles, c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà le problème. Voilà le problème d'ailleurs qu'on peut trouver dans beaucoup d'environnements sur la planète aujourd'hui. On a été vite, on a été parfois plus vite que ce qu'on pensait aller vite. On a longtemps sous-estimé l'impact qu'on avait dans notre façon de voir la vie, façon de voir l'économie, de voir le développement. Et aujourd'hui, on est face à ces questions-là, à ces enjeux-là. Et comment y répondre? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a des réponses globales, il y a des réponses locales. Au niveau global, vous avez tous entendu parler de la COP21. Ces chefs d'État qui se sont réunis à Paris il y a 2 ans maintenant. Et avant la COP21, je me souviens, moi, des gens comme Gilles, on allait voir les négociateurs des pays et on leur disait, mais alors, quid de l'océan pour le climat? Comment on peut traiter ces sujets? Alors tous les négociateurs nous répondaient, l'océan, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le climat. Alors on dit, ouais. L'océan, c'est 3/4 du globe, c'est interface permanente avec l'atmosphère. Il y a de la vie là-dedans, il y a des échanges. Il faut peut-être s'occuper de l'océan quand on parle du climat. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de ces négociations climatiques, donc depuis 21 ans, l'océan est rentré dans l'accord de Paris, est rentré dans le texte signé par tous les États. Donc c'est une première victoire, c'est de prendre conscience que finalement, pour ce climat qui est l'enjeu du siècle, un des enjeux du siècle, la santé de l'océan est aussi importante pour ce futur. Et quand on parle de la santé de l'océan, on ne parle pas de l'eau en tant que telle, et on parle de ce qui vit dedans, et cette biodiversité, ce véritable réacteur climatique dont tu parlais, Gilles, eh bien comment prendre conscience que demain on aura besoin de cet écosystème, on aura besoin de cet océan pour construire le futur. Alors, il y a plein de choses à faire, on ne connaît pas grand-chose, donc déjà il y a du boulot pour la recherche, et c'est ce qu'on essaye de faire, et ce que beaucoup de groupes dans le monde essayent de faire, c'est de comprendre comment ça marche, qui est avec qui fait quoi avec qui, pourquoi, qui fera quoi demain avec qui, quand le changement climatique sera là, comment on peut prédire ça, comment prédire comment faire des modèles, comment on prédit la météo, comment on prédit demain la réaction de l'océan, comment on prédit les stocks de poissons, parce qu'on pêche. Et vous savez qu'aujourd'hui en Bretagne, on ne pêche plus comme avant de la morue, on pêche du maigre qui venait avant du Portugal. Et donc tous les stocks de pêche, chaque année, migrent de 20-30 km vers le nord pour chercher de la fraîcheur et chercher en fait l'écosystème qui mange le plancton qui vit là où ça lui plaît. Et donc, en fait, comment prédire ça dans le futur et du coup, comment adapter nos sociétés à ces futures pêcheries, comment les pêcher de façon soutenable, etc. Tout ça, en fait, est relié, en fait. Et nous, ce qu'on fait avec Tara à notre petite échelle, parce qu'on est tout petit, on est une petite équipe, on fait de la recherche, on fait de la recherche assez innovante, mais on est assez petit, finalement. Et bien, on essaie d'identifier le Facebook de l'océan, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est qu'on essaie de savoir quels sont les réseaux, parce qu'on se rend compte que Darwin prédisait que le plus fort gagne, si je me trompe. Qu'est-ce qu'on peut dire de Darwin? Tu peux nous expliquer? Non, il avait commencé à constater que ce n'était pas toujours le plus fort qui gagnait, c'était le mieux adapté aux conditions précises qui se passaient à ce moment-là. Voilà. Il avait déjà dit, effectivement, il y a plus de symbiose et d'entraide que de compétition. Et exactement. Et ce qu'on mesure avec Tara au jour le jour des données qu'on a ramassées, c'est que ceux qui gagnent sur l'océan, c'est ceux qui collaborent. C'est les symbioses. Et en fait, l'océan est rempli de symbioses. Il y a très peu d'espèces qui ne vivent pas en symbiose avec une autre. C'est quelque chose qu'on a découvert récemment et qu'on va publier, j'espère, dans les prochains mois. Et c'est ce qu'on mesure aussi dans d'autres écosystèmes de l'océan, comme les coraux. C'est pareil, c'est une symbiose, non pas que de deux organismes, mais de multitudes d'organismes qui vivent ensemble pour faire quelque chose. Moi, je dirais à Georges que la situation est sérieuse, mais elle n'est pas du tout désespérée. Et moi, je reste optimiste. Je dis des choses qui sont graves, mais je ne suis pas là pour vous désespérer. Je ne sais pas, vous avez 25 ans, je ne vais pas vous dire que tout est foutu. Non, je n'y crois pas, absolument pas. Hein. Je suis professeur des universités. En plus, c'est comme ce soir. J'ai beaucoup plus de jeunes filles que de garçons. Je ne vais pas leur dire que c'est terminé. Au contraire. Par contre, il faut changer. Nous ne pourrons pas vivre comme nos parents et nos grands-parents. En fait, on peut arrêter de détruire le littoral. Très bien, on peut le faire. C'est une problème de volonté politique et d'organisation. On peut arrêter de polluer partout.
Quand est-ce que le dernier fragment de plastique sera stoppé avant d'arriver à l'océan? Je ne suis pas pour le ramassage des plastiques. Avant, il faut qu'on arrête de les laisser arriver. Sinon, bon, on va ramasser, ça ne servira à rien du tout, on continuera à les rejeter. Surpêcher, bien sûr, je suis romain tout à fait. Aujourd'hui, 90 millions de tonnes déclarées, on pêche 130 millions, il y a plein de pêches illégales, on peut très bien arrêter ça. La dissémination de tout partout, on peut très bien arrêter. Ces gens-là gagnent beaucoup d'argent, ils peuvent payer la dépollution des eaux de ballastage. Le seul système qu'on ne peut plus changer, c'est le climat. C'est trop tard. On est parti trop tard. Il fallait démarrer avant. Alors ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est réduire ce changement climatique. Et c'est pour ça qu'on fait les COP. Il faut réduire les effets. Et je vais revenir à ce que disait à l'instant Romain sur le corail. Le corail, c'est moins de 1% de la surface de la Terre. Et c'est aujourd'hui plus du tiers des espèces connues dans l'océan. 95 000 espèces connues dans le seul écosystème corallien. Oui, la richesse du corail dans l'océan, un peu comme la forêt tropicale humide sur Terre. Les 3 grands bassins d'espèces sur Terre sont le bassin du Congo en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud et les 2 grandes îles que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo en Asie du Sud-Est. Là, vous avez plus de la moitié des espèces connues sur la Terre qu'on a dans les collections du Muséum à Paris. Donc l'océan, le corail est absolument essentiel. 2 degrés, c'est trop. À 2 degrés, on va perdre le corail. Pourquoi? Parce que le corail, il doit résister à la remontée du niveau de la mer, on pourra en parler tout à l'heure. Si ça va trop vite, l'eau ne sera plus transparente au-dessus, et ces microalgues symbiotes, dont parlait tout à l'heure Romain, ne pourront plus jouer leur rôle. La température, le corail aime l'eau chaude, mais pas trop. Passer 30 degrés, il n'aime pas du tout. À 31, ça ne marchera plus du tout. Remontée du niveau de la mer, température qui augmente, la salinité qui change par endroits, des manques d'oxygène, et aussi, bien sûr, ce qui se passe, ce qu'on appelle l'acidification, c'est quoi? C'est que l'océan capture le CO2. Malheureusement, CO2 plus H2O, c'est de la chimie très simple, produit un acide faible, l'acide carbonique, qui acidifie l'océan. L'océan ne sera jamais acide, c'est impossible. Vous savez que l'échelle de l'acidité, c'est 7, c'est neutre. En dessous de 7, on est acide. Au-dessus, on est basique. L'océan a toujours été à 8,18 depuis 25 millions d'années. Et là, il est à 8,08 et il est en train de descendre. En 250 ans, l'océan est 30% plus acide. Vous voyez, c'est compliqué parce que plus il capte du CO2, mieux c'est bon pour nous et pour le climat, puisqu'il ne s'accumule pas dans l'atmosphère, le CO2, mais il acidifie l'océan. Et pourquoi il n'aime pas ça, le corail? Parce que lorsque l'eau est plus acide, il a du mal à faire son squelette. C'est la même chose pour les coquilles de coquillage, c'est la même chose pour beaucoup du phytoplancton qu'évoquait tout à l'heure Romain. Vous voyez que c'est ça. Donc 2 degrés, c'est trop. Donc on avait dit 1,5 degré. Aujourd'hui, c'est clair. Si on continue comme ça, on ne sera pas à 2 degrés ni à 3 à la fin du siècle. On sera peut-être à 4. On avait prévu 5 degrés en 2200. Ça s'est produit, des océans comme ça dans le passé. Mais sur de longues périodes, jamais aussi vite que ça, en fait. Donc le défi, il est simple. Arrêtons d'émettre ce gaz carbonique. Et surtout, c'est clair maintenant pour nous, chercheurs et ingénieurs, il faut commencer à enlever le CO2 que l'on a mis depuis 250 ans. Donc là, il y a un joli challenge technologique à faire, en fait. Alors, moi, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. J'ai été un mauvais élève. Il y a plein d'élèves dans les classes, même des très jeunes. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de travailler sur un corps, je dirais, fait par les gouvernements, et qu'on puisse faire la classe aux tout petits? Parce que nous, avant qu'on digère tout ce que vous avez, vous, travaillé pendant des années, il va passer du temps. Et moi, je trouve que ce serait bien qu'on puisse distiller ça dans les petites classes. Parce que les petites classes, c'est eux qui seront en première ligne dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, alors je dis ça parce que j'ai des petites filles et que des fois, elles me font des remarques. Elles me font des remarques justifiées. Parce qu'elles ont entendu dans un cours le problème du tabac, des choses comme ça. Et si ces enfants, en grandissant à l'école, ont régulièrement des petits cours qui vont dans ce sens, je pense qu'il y aura une prise de conscience beaucoup plus forte. Mais ça, c'est le mauvais élève qui le dit. Ça n'a pas de valeur. Heureusement qu'il y a des mauvais, des bons. D'ailleurs, les mauvais ne sont pas toujours les derniers. C'est ce mélange qui est important. Moi, je suis comme toi, j'ai 2 filles et 3 petites filles. Pas que j'aime autant les filles, d'ailleurs, entre autres. Et c'est vrai que la plus petite, avec 4 ans, elle me disait, tu sais, elle m'appelle Gilou. Gilou, ne mets pas trop d'eau dans la baignoire, ça va tuer les ours polaires. Alors, je me dis, comment une petite fille de 4 ans
faites une telle démarche. Et à l'époque, on faisait avec Hubert Reeves une émission appelée C'est ta conf. On avait 18 000 enfants. Il y avait Cédric Villani, Hubert Reeves et moi-même. Alors, c'est quoi la vie, c'est quoi l'univers, c'est quoi les mathématiques? Et c'était des enfants partout. Et donc, toutes les classes de France s'inscrivent pour suivre ça. Et elle avait 6 ans, 2 ans après, sa classe va suivre justement cette fameuse conférence C'est ta conf. Alors, elle me dit, mais Gilou, ce que j'ai dit il y a 2 ans là, est-ce que c'est vrai? C'est ça, en fait. Et tu as raison, je crois que l'éducation des enfants, elle est absolument essentielle. C'est eux qui vont éduquer leurs parents. Et je leur dis souvent, en fait, aux plus grands aussi, hein, on ne peut pas vivre comme ont vécu justement à crédit nos parents et nos grands-parents. On avait deux énormes problèmes. La démographie, 1945, août 45, Hiroshima, Nagasaki, sur 10 jours d'écart, l'humain, par sa technique et ses connaissances, crée un événement de l'ordre de grandeur d'un grand événement climatique ou d'une catastrophe naturelle, par ces 2 explosions nucléaires. Et c'est le moment où on commence à multiplier les humains sur la Terre. 2,5 milliards en 45. En 70-80 ans, on va multiplier par 3-4 fois la population humaine. Ah, c'est un gros problème, cette démographie. Le changement climatique qu'on a bien généré, il faut être de très très mauvaise foi pour dire que l'homme n'y est pour rien, ça c'est clair. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer pourquoi. Tout ça mis bout à bout fait que l'enseignement est absolument évident. Et Tara a pas mal participé d'ailleurs à l'enseignement des petits. Il y a bien sûr il y a des programmes dans les écoles et il y a à peu près 80 000, 100 000 enfants qui ont été sur Tara en visite lors des escales de Tara à Paris, mais ailleurs dans le monde entier. Et c'est clé parce que, par exemple, on parle du Japon. On était au Japon pendant 2 mois et demi cette année. On a fait 5 à 6 escales dans les différentes villes du Japon, Kobe, Nagoya, Tokyo. Et je me suis retrouvé dans des conférences avec à peu près 500 ou 800 personnes dans des centres commerciaux, trucs japonais. Et il y avait tout le profil de la famille japonaise qui était là, des vieux, des petits, des gens actifs, des gens pas actifs, des femmes, des hommes, etc. Et je pose la question, combien croyez-vous que le plastique se dégrade seul dans la mer? Donnez-moi une durée. Et alors, j'étais stupéfait, c'est que dans l'assistance, plusieurs gens lèvent le doigt, ils sont très disciplinés, et alors ils disent 1 semaine. Puis le mec derrière, 3 semaines. Et là, je dis non. Et là, 1 mois. Et quand je leur ai dit que ça prenait à peu près 50 à 1 siècle, 50 ans à 100 ans pour se dégrader complètement, ils ont fait une tête. Et donc ça veut dire qu'on leur a jamais, un pays développé comme le Japon, organisé, développé, au sommet de la technologie d'innovation sur la planète aujourd'hui, n'ont pas pensé inclure dans leur système d'éducation des gamins toutes ces idées-là, les idées de développement, de circularité, de bon sens en fait, qu'on a nous déjà en France. On peut se flageller, mais déjà en France, par rapport à ces pays comme le Japon, on a un temps d'avance, quoi. Et pourquoi? Parce qu'en a, ils mettent 14 ans à apprendre la langue, apprendre à écrire japonais, donc ils n'ont pas le temps de cerveau disponible pour apprendre autre chose, peut-être, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, c'était marquant. Et c'est vrai qu'avec Tara, pour venir au plastique, on empêche, chaque fois qu'on en cherche, on en trouve, donc partout, en Antarctique, en Arctique, partout, où on met un filet dans l'eau à la surface, on collecte des microplastiques. Et alors quand on a des enfants en face de nous, on ne peut pas leur parler de ça, Gilles. On ne peut pas leur dire tous les problèmes. On peut leur dire que ça ne va pas très bien. Mais il faut surtout leur donner l'envie d'aller, l'envie de douter de ce que disent les grands, l'envie de se poser des questions, l'envie de comprendre, d'aller explorer. La preuve, c'est qu'il y a plein de choses encore à découvrir. L'envie de changer ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Tara. Et c'est vrai, quand on est face à des gamins, on ne peut pas faire autrement que de leur donner l'espoir de changer. De leur donner l'espoir de montrer qu'il y a des choses à faire, qu'on ne sait pas tout, que cet océan dont on leur parle, et bien, quelque part, demain, il sera bien effectivement le protagoniste du futur. C'est-à-dire que c'est dans l'océan qu'on va pouvoir aussi trouver des ressources. On peut parler des ressources maintenant, mais les ressources de l'océan, Georges, c'est les protéines, bien sûr. C'est l'énergie, les kilowatts. C'est les molécules, les médicaments. Vous savez que beaucoup des traitements de médicaments viennent des éponges. 26 000 médicaments sont tirés d'éponges ou d'organismes marins. Mais beaucoup des éponges. Et l'idée, c'est pas de
on parle beaucoup d'économie bleue. Ces temps-ci, on parle d'économie bleue, c'est un truc fourre-tout. Et l'Europe voit ça comme une opportunité de créer des emplois en Europe. Et l'économie bleue, il faut bien la comprendre qu'elle ne devra se faire que de façon durable ou circulaire. C'est-à-dire qu'on peut découvrir des molécules en mer, en faire des médicaments, mais pas pêcher le plancton pour en faire des médicaments. Copier ce que fait la nature, ce que fait la vie, pour en faire des médicaments, pour trouver des actions. On peut pêcher dans la mer, identifier ce que fait Tara d'ailleurs, des microalgues. Et des microalgues qui servent du soleil. Et certaines microalgues ont une capacité à faire de l'huile bien supérieure au colza, bien supérieure à n'importe quelle plante qu'on a sur la planète. Et donc, c'est comment on fait pour cultiver ces plantes, ces petites microalgues dans des bassins, c'est pas dans la mer, pour faire du biodiesel peut-être demain, du biofuel demain, de troisième génération. Comment faire? Et pour ça, comment faire? Ces petites algues, vous les mettez dans un bassin, elles ont un rendement de peut-être 10 ou 20%. Dans la mer, elles ont un rendement de 100%. Et en fait, elles ont un rendement de 100% parce qu'elles vivent dans la mer avec plein d'autres copains qui les aident à faire ce qu'elles font très bien. Et comprendre avec qui elles vivent, comprendre l'écosystème dans lequel on doit les trouver, dans lequel on doit les élever, nous aidera demain peut-être à faire du fuel à partir de ces organismes, par exemple. Je parle de ça, mais il y a peut-être d'autres applications auxquelles tu penses, toi. Il y a l'énergie des mers, bien entendu, les courants marins, colossal, mais comment faire ces énergies des mers de façon soutenable, pas déranger, pas faire trop de bruit, pas de vibration, pas affecter le milieu, faire ça en collaboration avec les pêcheurs, etc., etc. Il y a plein de challenges, en fait, immenses dans l'océan, qui sont pour moi des choses hyper motivantes, et en tout cas, je me dis, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses d'entreprises à monter pour faire des choses. Il y a une ressource gigantesque dans la mer, à partir du moment où on le fait de façon durable. Je vais vous poser une question à tous. Pendant votre scolarité, est-ce que vous avez rencontré un livre qui parlait de la mer? Est-ce que vous avez rencontré un prof qui vous parlait de la mer? Si c'est oui, vous levez la main. Ou un mec qui vous parlait de la mer. Pour le mauvais élève, c'est quand même pas mal. 1800 Thalassa. 1800 Thalassa, t'as fait? Bravo. Non, mais moi, je vous parle... Non, moi je ne suis qu'un journaliste, c'est-à-dire je transmets ce que nous racontent, ce que nous font comprendre les scientifiques. Mais je parle, c'est juste un petit test pour voir si dans les livres d'école, les choses changent. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu un jour un chapitre sur la mer ou des profs qui vous en parlent? Des classes de mer et tout? Ah, les classes de mer Levez la main pour ceux qui... on y va, on lève la main. Moi, oui. La moitié. Alors, vous voyez, comment vous voyez l'avenir en jours, en heures, en années? Est-ce qu'on a une chance d'y arriver? Vous avez donné toute une liste de ce qu'on peut faire. Moi qui suis complètement ignare en médecine et en sciences, je me dis, est-ce que ça va durer 10 ans, 100 ans, 2 siècles, 3 générations? On comprend bien ce que vous dites, mais ça fait un peu peur quand on se tourne vers l'avenir. Et est-ce que nous, avec des petits gestes, on peut changer tout ça? Oui. En fait, c'est un compromis compliqué à trouver. Si on ne fait rien, de toute façon, ça va très mal se passer notre histoire. Donc déjà, on est en train de calculer économiquement en ce moment avec des économistes le coût de l'inaction. Combien coûte à l'humanité le fait de ne rien faire? Ensuite, là, pour revenir à l'océan, il ne va pas attendre indéfiniment. En 1506, le premier texte de Grotius, c'est un type qui était génial. Il a eu son baccalauréat à 10 ans, il était agrégé à 14 ans, mais il a dit des conneries. Il disait, l'océan est tellement gigantesque qu'on ne pourra jamais l'abîmer ou le détruire. Alexandre Dumas avait dit aussi, il avait dit, en fait, il y a tellement de morues dans l'océan que je peux aller à pied en marchant sur le dos des morues de Brest à Terre-Neuve. Je vous garantis qu'aujourd'hui, si vous essayez ça, vous aurez le genou mouillé bien avant d'arriver à Ouessant. Donc en fait, on est parti sur des textes comme ça, qui ont toujours d'actualité, qui font que le poisson, par exemple, de pêche, est res nullius. Pour toute la législation, le poisson appartient à celui qui le pêche. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, bien sûr. Donc ça veut dire que ça va nous demander de fortement changer. N'oubliez jamais une chose, on nous dit sans arrêt ici maintenant, il faut s'adapter au changement climatique, à l'effondrement du vivant,
à plein de choses qui changent, aux nouvelles économies. Oui, mais pour s'adapter, moi qui suis un physiologiste, je le sais depuis les origines de la vie, aucun être vivant ne s'est jamais adapté sans changer. Or, on ne change toujours pas. Donc là, le problème, il est là. Comment on fait pour changer? Deuxième remarque, on nous parle sans arrêt, Boris Cyrulnik en parle souvent, de résilience. C'est très beau, la résilience. Vous avez vécu un événement dramatique, affectif, psychologique, physique, tout ce que vous voulez, c'est très dur. Et vous allez, à partir d'un moment où vous avez touché le bas, le fond, repartir. Mais n'oubliez jamais une chose, vous ne pouvez pas résilier si vous avez été détruit. Si vous êtes mort, on ne résilie pas. Donc ça veut dire qu'il faut sans arrêt associer pour les écosystèmes d'aujourd'hui, y compris le marin, la résistance à l'agression. On a dit la surpêche, la pollution, destruction du littoral, tout ce qu'on veut. Et ensuite, si on ne va pas jusqu'à la fin de tout, on repart. Et l'océan, en ce moment, l'océan a une très grande capacité de résilience. Pour les pêches, par exemple, on arrêterait 2 ans les pêches mondiales, ça repart. Tous les stocks repartent. Il a une incroyable résilience, tant qu'on ne l'a pas détruit. Quand je vois des zones aujourd'hui en Turquie, en Grèce, en mer Baltique, où il n'y a plus d'oxygène, il n'y en a plus du tout. Là, il faut urgemment intervenir. On parlait de l'Arctique tout à l'heure, quand on parlait d'Antarctica et de Jean-Louis Etienne. Je suis allé l'été dernier. En Arctique, vous avez des zones qui n'ont jamais vu d'humains. Vous avez des bernaches, des oies qui volent au-dessus de votre tête, elles n'ont jamais vu d'humains. Elles sont horriblement contaminées par des produits chimiques qu'on mettait sur nos champs, pas les actuels, ceux qu'on mettait il y a 70 ans ou il y a 80 ans. L'humain pollue des zones où il n'est pas. En Arctique, en Antarctique, l'archipel du Vanuatu, c'est là que l'océan est le plus acide aujourd'hui. Ce n'est pas la faute des pauvres Vanuatais. Donc vous voyez qu'il faut vraiment une intervention immédiate pour que le système puisse résilier. J'y crois, mais il faut vraiment changer nos comportements. En fait, il faut très clairement, ce que je dis est un petit peu solennel, ce sera la seule fois, il faut qu'on tue une économie actuelle qui consiste à faire du profit, souvent très vite, en détruisant la nature ou en la surexploitant. Si on passe ça, c'est gagné. Mais il faut qu'on passe ça, bien sûr. Il ne faut pas laisser le monde aujourd'hui aux mains de quelques multinationales qui sont en fait, qui ont des vues extrêmement court-termistes. Elles savent qu'elles ont perdu. Hein. Les pesticides, ils savent qu'ils ont perdu. Demain, ils seront interdits. Mais ça ne fait rien. On continue à en mettre un peu partout. Une femme sur 6 fait un cancer du sein en ce moment en France. Vous trouvez ça normal? Ça sera 1 sur 2 dans 20 ans? Impossible de continuer comme ça. Donc là, il y a vraiment un combat de tous. Et c'est là que tous, arrêtons d'acheter ces produits, arrêtons de participer à ces systèmes particuliers. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler tous les jours? Ce que vous mangez. Qu'on arrête d'acheter. En ce moment, j'ai vu ce matin des pommes et des poires d'Afrique du Sud à vendre à Paris. Qu'on arrête d'acheter, on n'en a pas besoin. Moi, tout petit, je ne mangeais pas des cerises au mois de février, ni des poires à cette époque-ci. Et je ne suis pas si moche que ça, finalement. J'ai réussi à m'en sortir. Donc, il faut qu'on se batte tous. Je pense qu'on a le combat de refuser certains produits, parce que finalement, ils sont délétères, et qu'on arrête surtout de supporter un monde politique qui nous prépare pour demain un monde insoutenable. Je ne crois plus au monde politique. Je pense que c'est à la société civile de réagir, y compris les chercheurs, bien entendu. Nous, on est là pour faire quoi? Donner ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est joli, hein, le maximum d'informations qu'on a à l'instant précis de nos connaissances. Et avec ça, le monde politique doit prendre les meilleures considérations possibles. Et pour ça, on a fortement besoin des médias. Qu'est-ce que racontent les médias? Ou, pour répondre à la question de Georges, j'arrête là-dessus, il y a une émission sur la télévision française sur la biodiversité. Il n'y en a pas. On a des histoires de bêtises toutes les 5 minutes qu'on regarde à la télévision, mais Thalassa a été un cas assez particulier. Et c'est vrai que ceci, on en a besoin. Et c'est vrai que communiquer, c'est important. On regarde plus la télé. On n'a plus? On regarde plus la télé. Ben oui. Désolé, je regarde plus la télé. Continue. Je suis au chômage. Non, mais on s'organise aussi. Et la COP21 est une organisation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des objectifs du développement durable. Alors, ça a été décidé par les États en 2015, juste avant la COP, donc c'est passé un peu inaperçu. Mais les États se sont entendus dans 16 secteurs du monde d'aujourd'hui, de notre société, ce qu'il fallait faire pour faire un monde meilleur. Alors, c'est pas contraignant, c'est tout ce que vous voulez, c'est juste du blabla. N'empêche qu'elle a été couchée sur le papier pour la justice, pour le climat, la biodiversité, pour la relation homme-femme, pour plein de sujets différents. Je vous invite à lire ce truc-là, c'est vachement intéressant. C'est assez succinct. 17 objectifs, et chaque fois, il y a 5 ou 6 points où il faudrait agir. Pour l'océan, par exemple, il y a stopper le plastique en mer. Arrêtez d'en jeter, n'en jetez plus. Il y a la recherche, plus de recherche. Il y a
stopper la surpêche et par là arrêter les subventions à la pêche non durable, subventions publiques, nos impôts. Il y a s'intéresser à l'acidification des océans, mais elle est compliquée parce que ça veut dire le climat, ça veut dire tout. Et en fait, il y a eu une réunion à New York la semaine dernière où j'étais pour justement parler de cet ODD numéro 14, qui est l'ODD, l'objectif de développement durable sur les océans, où pour la première fois de l'histoire des Nations Unies, les États membres et la société civile se réunissent pour parler de l'océan dans son ensemble, comme un tout. Et pas que de la pêche, que du transport maritime, que de la sûreté en mer, mais vraiment comme un tout. Comment on fait pour appréhender cet océan, cet espace, et comment on fait pour que demain, il puisse être résilient. Et ce qui est sorti à New York, c'était bien que ça existe, première fois. 71 ans à l'ONU, je crois, aujourd'hui. 72 ans à l'ONU, donc première fois qu'on parle de l'océan de façon globale. On avance. Et ce qui est sorti de cette histoire, c'est que les solutions, elles ne seront pas d'un pays, elles ne seront pas d'une ONG, elles ne seront pas d'un scientifique, elles seront dans le partenariat. Elles seront dans notre capacité à faire des partenariats entre les États, les ONG, les gens qui travaillent sur le littoral ou sur la mer, les entreprises qui ont aussi un intérêt. Et comment on fait pour que ces partnerships, ces partenariats aboutissent sur des sujets très concrets, sur des mesures très concrètes au niveau local, mais aussi au niveau global. Comment on fait pour que ce dialogue entre les compartiments de la société aujourd'hui se fait de plus en plus et se développe. Et quand on a rédigé ces objectifs de développement durable, quand on les a rédigés, on a tout de suite fait des silos. La mer, la terre, le climat, vertical. En fait, la solution, en tout cas, ça sera de péter les silos, de passer du transversal, de travailler avec les entreprises, avec l'école, avec tous les compartiments de la société. Ça demande beaucoup d'efforts aux ONG, travailler avec d'autres gens, aux États, travailler avec la société civile, aux entreprises, travailler avec les deux. Ça demande beaucoup d'efforts au quotidien, c'est sûr. Mais ce qu'on a compris à New York, c'est que la seule solution, vu l'ampleur de ce qu'on nous a décrit là, vu l'ampleur de l'enjeu, on ne pourra pas vivre demain sans l'océan. C'est pour ça qu'on dit que c'est un protagoniste important de demain. Mais on ne pourra pas faire l'économie d'aller vers l'autre, d'aller vers les intérêts de l'entreprise, vers les intérêts d'un État, vers l'intérêt de chacun de nous dans les ONG, dans la société civile. Ça doit se faire en cassant ces barrières et en faisant le dialogue. Et à New York, c'était fort, parce qu'il n'y avait effectivement que 20 chefs d'État qui étaient là, les 20 chefs d'État des îles du Pacifique qui vont disparaître. Il n'y avait pas les autres. Mais moi, j'ai espoir parce que il est urgent et je pense que c'est en train de monter. Je pense que petit à petit, le développement durable va devenir un enjeu économique. On ne pourra plus faire de business sans faire du développement durable. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce développement durable devienne un business. C'est-à-dire que l'économie rattrape son retard, monte dans le wagon, avec la Chine notamment, et se dit, demain, si je veux vendre mes produits, il faut qu'ils soient durables. Mes crèmes de beauté, il faut qu'elles soient durables, il faut qu'elles n'aient pas d'impact sur l'environnement. Et ça va changer le monde. Et quand l'industrie aura fait ce pas, quand on leur a tous aidé à faire ce pas, parce qu'on est client, on est consommateur, on aura gagné la bataille, et on aura gagné cette bataille dont tu parles. Moi, je pense. Et ce qu'on voit, pas avec M. Trump, mais ce qu'on voit avec les Chinois, le leadership qu'ils ont pris après la COP 21, moi, je serai le champion du monde du développement durable dans 20 ans. Quoi que fassent les Américains, je m'en fous. C'est ce qu'a dit Xi Jinping à Marrakech à la COP 22. C'est un signal. Ça ne suffit pas, mais c'est un signal très fort sur où va le monde demain. Est-ce qu'il y a des questions pour les reposer un peu? Est-ce que vous pourriez parler un peu plus de l'impact des crèmes solaires aussi sur les océans? On sait que dans beaucoup de réserves naturelles, c'est interdit. Est-ce que ça a un impact sur l'acidité, sur les espèces? Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Ce qui est identifié, c'est que le crème solaire est grasse, donc elle flotte en surface de la mer. Et c'est une molécule, forcément, elle nous protège du soleil, donc elle est très très solide. Et donc, certaines études, certains groupes de recherche pensent que ces écrans solaires sur la surface empêchent les UVA et les UVB de passer, et donc de faire que le corail fasse sa photosynthèse ou que la vie se passe dans l'océan.
Il y a pas mal d'études en cours. Je ne pense pas qu'il y ait encore un consensus scientifique sur ce sujet à l'échelle de l'international. Il y a plein de méthodes différentes de protéger, avec des métaux lourds, du zinc ou du titane, je crois. Et puis il y a aussi des méthodes avec du... Je ne sais plus comment s'appelle la molécule, mais on s'en fout à la limite. Et donc effectivement, à Hawaï, ils ont interdit certaines molécules, mais je ne suis pas sûr que celles qui les autorisent aient un impact moindre que celles qu'ils ont interdites. Donc nous, à Moorea, on a développé pendant le passage de Tara, on a mis des capteurs dans l'eau pendant 5 semaines pour voir s'il y avait des traces, si on arrive à détecter des traces de crème solaire dans l'océan. Parce qu'en aquarium, il y a pas mal d'études au centre scientifique de Monaco, justement, qui en travaillent. Dans l'aquarium, on voit qu'à forte dose, il y a un impact sur la vie. Mais à des doses, donc on essaie de savoir ce qu'on trouve en mer, en termes d'impact, en termes de dose, pour savoir si ça corrèle avec ce qu'on fait en laboratoire ou pas, ou si on est vraiment dans des échelles très différentes. Donc je pense que dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, il y aura pas mal de publications sur ce sujet majeur, parce que pour le tourisme, c'est un enjeu majeur. Mais si on ne fait pas ça, on fait des cancers. Et donc la société est devenue tellement complexe que dès qu'on touche à un truc, ça a des impacts partout. 2 heures maxi à la plage, jamais plus de 2 heures. Et aucun bébé humain sur une plage, pour le favor. Bonjour. Bonjour, merci pour... il y avait de nombreuses informations. Moi, ce qui me gêne, ce n'est pas une question, c'est plus une réflexion. C'est que je trouve qu'on est encore dans une logique d'exploitation. Vous parliez de développement durable. Pour moi, c'est une arnaque, dans le sens où je ne pense pas qu'un jour les multinationales seront responsables. Il y a aussi d'autres choses qui me choquaient, c'est le terme de stock. On est toujours en train de penser à nos intérêts, à nous, êtres humains. Et je pense que tant qu'on est dans cette logique-là, de toute façon, dans une logique de consommation, de productivisme, de multinationales, en fait, ça ne changera pas. Vous n'avez pas parlé d'un autre élément, je suis végane, donc effectivement, voilà. Mais de tout ce qui concerne l'élevage, qui a des impacts aussi sur les océans. Voilà. Et je ne pense pas que la pêche en dehors des zones où les gens vivent de la pêche artisanale soit une bonne chose pour nos sociétés. Nos sociétés n'ont pas besoin de la pêche, comme à mon avis, elles n'ont pas du tout besoin de l'élevage et qu'on est dans une logique spéciste et de prédation. Et quand on ne changera pas, je pense que tant qu'on aura cette vision prédatrice par rapport à la nature, on ne pourra pas changer. Voilà, bonne journée. La question, c'est que ce que vont manger demain 10 milliards d'humains, c'est tout. C'est la seule question. Donc, moi, le mot stock, je ne l'aime pas plus que ça non plus. Hein. Bon, la pêche concerne des plantes, des bactéries, des animaux. Il faut bien faire la différence. L'élevage, ce n'est pas que du poisson carnivore. Hein. Moi, je vois les millions de tonnes produites aujourd'hui au Cambodge, au Vietnam, d'algues marines. Je n'ai rien de répréhensible contre ça. Ça fait on nourrit des millions de gens avec ça. Donc la question est très simple, c'est de quoi on nourrit l'humanité demain, c'est tout. Hein. La prédation de l'humain est particulière parce que c'est la seule espèce qui tue les prédateurs. Hein. Dans la nature, vous regardez, qui tue un lion? Des bactéries. Hein. Qui tue un tigre? Rien du tout. Ça veut dire que l'humain s'intéresse à des stocks de poissons carnivores en mer qui posent problème. Hein. Des lots, si vous préférez, que le mot stock ne vous plaît pas. Ma question est très simple, c'est qu'est-ce qu'on va manger, c'est tout. Alors, la culture, pourquoi pas? Mais pas n'importe laquelle. Ce n'est pas l'élevage du saumon qui va résoudre les questions que l'on pose ici. Hein. De la culture de poissons omnivores, pas carnivores, c'est clair. Des cultures d'algues, ce n'est pas non plus l'avenir dans les crevettes. Vous voyez, c'est parce que ça détruit les littoraux. Donc c'est une histoire de mesure dans un système. Mais il faut bien qu'on se préoccupe de savoir demain comment on va nourrir l'humanité. Et pour ça, on a besoin autant de l'océan que des continents. C'est tout. C'était un peu dans le même veine que madame, en fait, parce qu'on parle beaucoup que chacun entre nous doit prendre conscience, revenir à la nature et tout ça. Et c'était un peu comme ça. On sait où est le plus grand problème. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller directement là où ça... Pourquoi on n'interdit pas des choses? Pourquoi on ne traduit pas les pollueurs devant la justice? On sait, ils savent maintenant ce qu'ils font. Et je suis d'accord qu'il faut prendre conscience en tant que consommateur, mais il faut aussi penser qu'il y a des millions de gens qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont jamais marché dans une forêt de sa vie. Ils ne savent même pas ce que c'est la nature. Ils vivent dans des bennes d'ordures. Donc
c'est bien naïf. Nous, on est là, on est comme des bobos qui sont conscients. Mais même en France, il y a énormément de gens qui vont jamais même se poser la question. Il faut aller aussi là où c'est efficace. Il faut aller vers les Monsanto. Il faut aller. Et pourquoi, si tous les leaders du monde se rendent compte, ils prennent l'avion pour se brasser comme ça, il y a des solutions très efficaces. Mais c'est que c'est un peu corrupt. Donc, il faut aussi travailler sur tous les niveaux, enfin, je pense. Non ? Bien sûr, vous avez aussi des millions de gens qui ne vivent que grâce à l'océan. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi, vous allez en Asie, la seule protéine qu'ils ont à manger, elle est de l'océan. Ils n'ont aucune protéine autre à manger que celle qui vient de l'océan. Ou bien qu'ils mangent quelque chose. Hein, et c'est des populations qui, depuis toujours, ancestralement, ont pêché et chassé. Le problème, c'est la mesure qu'il faut mettre en place. On ne peut pas continuer dans le système actuel, c'est absolument clair. Pour ça, il faut arrêter de faire des bébés aussi. Hein. Il faut arrêter aussi de faire des bébés aussi. Hein. C'est très bien. Oui, moi j'avais une question, toujours pour la pêche industrielle. En fait, quand on sait que 70% de la pêche est rejetée à la mer, hein, parce qu'on pêche des poissons qui sont trop petits, pas commercialisables, ou qu'on pêche des mammifères marins qu'on rejette à la mort, hein, ou enfin, il y a quoi ? Il y a les dauphins, il y a un peu de tout, les tortues, et il y a tous les filets dérivants qui continuent à tuer en permanence. Et pourquoi on n'arrête pas cette pêche industrielle qui n'est pas du tout nécessaire, en fait ? Pas du tout. Absolument. Le problème, c'est qu'on ne prend pas les mesures. On sait ce qu'il faut faire sur la pêche. On sait ce qu'il faut faire. Mais on n'en parle pas. Même à la COP21, on ne parle pas de l'élevage qui pollue encore plus que tous les transports. La COP21, c'est une conférence sur le climat, pas sur l'élevage. Mais l'élevage qui pollue autant que les transports, on n'en a pas parlé. Non, mais la COP21 a pour mission d'étudier l'évolution du climat. L'élevage, c'est un peu particulier. On a des conférences mondiales sur l'élevage, ça existe. Hein. Oui, je sais. Alors après, on peut relier climat et élevage quelquefois, mais pas partout. On sait que surpêcher, par exemple, les poissons pélagiques, tout à l'heure on en parlait au large des côtes de Namibie ou du Chili, on a travaillé là-dessus, peut changer le climat. Parce que si je détruis tous les poissons pélagiques, les petits poissons qui nagent en pleine eau et qui mangent justement le zooplancton, on effondre les oiseaux qui les mangent, on effondre les mammifères qui les mangent et les poissons de haute gamme qui les mangent. Le zooplancton explose, il mange tout le phytoplancton. Or, le phytoplancton joue un rôle sur la capacité de l'océan à fixer le CO2. Et pour revenir à la question de madame tout à l'heure, on a calculé qu'on peut très bien retirer 70% de ces poissons pélagiques pour nourrir l'humanité. On peut, sans mettre en danger le système. Par contre, on en retire 99%, c'est ça qui ne va pas. Il faut laisser une partie pour les non-humains. La question, elle est là. Mais il y a aussi le problème des poissons d'élevage. On pêche 3 kilos à 5 kilos de poissons. C'est parce que vous parlez encore une fois que des carnivores. J'ai bien dit tout à l'heure que l'avenir n'est pas dans les poissons carnivores. Bah oui, mais on peut même se passer de tous les produits animaux. On peut très bien s'en passer. Pourquoi on continue à manger des poissons et des animaux ? Ça dépend de chacun, ça. Hein. Mais non, ça ne dépend pas de chacun, puisque c'est notre avenir. Si on arrêtait, il y aurait beaucoup moins de pollution et beaucoup moins de changements climatiques accélérés. L'humain, depuis qu'il existe... Je ne défends pas, moi, je ne mange pas de viande non plus, hein. Mais l'humain, depuis qu'il existe, a mangé des produits animaux. Mais c'est pas grave, on peut évoluer aussi. Comment ? On peut évoluer. Et bien sûr. Si c'est nécessaire, si c'est indispensable, si on est dans le mur, il faut arrêter. Mais vous ne pouvez pas obliger les gens à faire ça. Mais on ne peut pas les obliger si c'est la sauvegarde de l'humanité. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Même si l'élevage pose de gros problèmes, mais beaucoup plus que les carnivores. L'élevage de vaches est beaucoup plus embêtant que les poissons carnivores. Hein. Aujourd'hui, on discute. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une conférence de l'ONU, mais c'est. Faut y aller, faut avoir la patate quand on y va. Parce qu'au bout d'une semaine, on est un peu démoralisé. Parce qu'en fait, vous avez comme ça une grande salle, et c'est vraiment ça, avec tous les pays. Et puis il y a un texte affiché dans le PowerPoint, document Word au fond, hein, qui est l'accord qui va être négocié pendant cette conférence, ou qui est négocié depuis 20 ans. Et chaque pays change la virgule. Chaque pays, non, moi je ne suis pas d'accord, là je mettrai ce mot-là plutôt que celui-là. Et ça dure comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, toute l'année en fait. Ils négocient toute l'année ces textes qui n'ont ni queue ni tête à la fin. On perd pied avec la réalité de la vie, de l'écosystème, parce qu'on est trop loin dans les sphères juridiques. Et parce que tout ça pour vous dire qu'en fait, on peut pas. Il n'y a pas un gouvernement. L'ONU n'est pas un gouvernement au-dessus de tous les pays. C'est géré par les membres de l'ONU qui sont tous les pays. Il faut que tout le monde tombe d'accord. Et là, on n'arrive pas à tomber d'accord. C'est qu'on n'arrive pas à trouver les arguments pour convaincre la majorité des pays de faire des choses. Et il y a plein d'accords qui sont à l'unanimité. Donc c'est impossible. C'est Kafka. On n'a plus le choix, mais il y a plein de pays qui ne pensent pas qu'on n'a plus le choix.
suis d'accord avec vous, je vous parle d'un constat. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'avais une petite question par rapport au changement climatique. Vous avez dit tout à l'heure que les océans, ça absorbe 40% du carbone qu'on émet. Mais comment ? 26%. 26 ? Bon, peu importe. Avec la circulation océanique, tout ce carbone-là, il va forcément revenir dans l'air à un moment, non ? Il y a une grosse partie qui sédimente. Figé par le plancton, il fait des falaises de calcaire. Ou des coquilles du coquillage. Le plancton vit dans la mer, il finit par mourir, soit il est mangé par un autre, et donc le carbone reste dans la chaîne alimentaire, soit il est reminéralisé, c'est-à-dire qu'il se retransforme en CO2 dans l'eau, soit il coule au fond de l'océan. Et quand il coule au fond de l'océan, il sédimente. Et comme dit, quand vous grattez les falaises d'Étretat, quand vous grattez n'importe quel building à Paris en calcaire, vous voyez des microplanctons dedans. Vous voyez que c'est des coccolithophores, des protistes, des petites microalgues qui ont été accumulées là pendant des milliards d'années. Donc, effectivement, on fait sortir ce plancton-là, on le fait sortir, ce CO2-là, on l'a fait sortir en prenant le gaz, en prenant l'huile, le pétrole. Mais sinon, il reste là pour toujours. C'est ce qu'avait fait le système Terre avec le pétrole et le charbon, en fait. Hein. Donc, le système Terre a fait le charbon et le pétrole. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va les rechercher aujourd'hui, on les remet dans le système. Et c'est là que ça pose problème. Sinon, il était stocké pour... il serait resté là où ils étaient, ces gisements en particulier. Là. Le pétrole, c'est entre 250 et 25 millions d'années. C'est du plancton marin. Hein. Et le charbon, les grandes forêts du Carbonifère, c'est 345 millions d'années. Donc, il était stocké. Le système Terre l'avait mis de côté. Et nous, on le remet en suspension. Et ça nous pose des problèmes que l'on a aujourd'hui avec ce changement climatique trop rapide. Parce qu'en fait... vous dites qu'il y a beaucoup de ressources possibles qui ne sont pas encore exploitées, mais nous, tout seuls, avec nos petits bras, on peut pas faire ce genre de choses. Il faut une aide, il faut soit un État, soit une organisation. Une start-up. Il y a une start-up en Bretagne. Je vais y penser. Il y a une start-up en Bretagne qui s'est rendu compte qu'il y avait une algue, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait l'hémoglobine. Une algue qui fait de l'hémoglobine. Annélide. C'est un polychète, oui. Ouais. Il est dans des bassins séparés. C'est ça, oui. C'est un ver marin, une polychète avec plein de poils, et qui nous permet de faire un sang artificiel extrêmement performant et qui ne pose pas les problèmes des groupes sanguins quand on fait des transfusions, par exemple. C'est un joli exemple de biomimétisme et de bioinspiration qu'on a présenté à Thalassa il n'y a pas très longtemps, au mois de mars d'ailleurs, là-dessus. Tout à fait, oui. D'accord. Mais il y a plein de bioinspiration du milieu marin. Hein. Les pales d'hydroliennes inspirées des nageoires de baleines, par exemple. Hein. Les combinaisons inspirées de peau de requin. Le requin nage à des vitesses dans l'eau qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que, théoriquement, pour un physicien, ce n'est pas possible. Il ne peut pas nager aussi vite dans un milieu aussi visqueux et aussi dense. Et le requin, depuis 300 millions d'années, a trouvé un truc, c'est qu'il a des bactéries symbiontes qui vivent sur sa peau et qui lui permettent d'être beaucoup plus rapide et d'être moins visqueux. Ça intéresse les militaires pour mettre sur des sous-marins, d'ailleurs, en ce moment. Vous voyez, donc, c'est cette symbiose qui est intéressante. Ça sert pas à grand-chose. Merci. Moi, j'ai une question. Vous aviez parlé tout à l'heure de la conférence des Nations Unies à New York et vous avez dit qu'il en était sorti la nécessité d'une coopération entre tous les éléments. Mais il en est sorti autre chose ou juste cette nécessité-là ? C'était pas une conférence des Nations Unies comme d'habitude. C'était pas un processus juridique encore. C'est-à-dire que il y a deux pays qui ont dit nous on veut financer la première conférence océan sur le sujet océan à l'ONU, les Fidji et la Suède. Et donc ils ont dit à tous les pays, tous les États et à toute la société civile de la planète qui s'intéresse à la mer, retournons tous à New York pour échanger sur ces enjeux océans, etc. Donc il n'y avait pas de texte à négocier, il n'y avait pas de déclaration commune. Il y en a une quand même, mais il n'y a pas d'autre enjeu que déjà de se connaître et de se dire comment ensemble on pouvait éventuellement trouver des solutions. Et donc tout ça que je vous ai dit, il y a, en tout cas moi ce que j'ai ressenti de New York, c'est peut-être que mon ressenti, mais pour moi c'est ça qui était plus fort. C'est déjà que ça se passe, c'est con à dire, mais tout le monde s'est rencontré, tout le monde a discuté. Et deuxièmement, tout le monde a pris conscience que la solution elle n'était pas que les ONG dans leur coin qui pensent bien, les industriels qui pensent mal, et les États qui ne savent pas quoi faire, mais vraiment de savoir comment on arrive à faire le mélange de tout ça.
Et c'est ça que moi j'ai retenu à New York en tout cas. Et je pense que c'est effectivement la bonne voie en tout cas pour avancer. Bonsoir. Ici. Vous nous avez expliqué l'importance de connaître l'océan, de faire des recherches pour l'exploiter de la meilleure façon et en tirer les meilleurs bénéfices. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des États qui vous empêchent de faire certaines recherches dans les eaux territoriales? Alors j'entends bien que la plupart de vos recherches sont dans les eaux internationales, enfin je suppose, et donc j'aimerais savoir ceci. Effectivement, on a je pense que depuis 2009, on a dû faire la science dans 63 États, 62 États riverains de la mer, enfin du littoral. Et sur les 63 États, il y en a 3 qui ont refusé. Pour des raisons diverses. Certains qui n'ont pas répondu au téléphone, ni aux emails, ni à rien du tout. Donc de toute façon, il n'y a personne qui répond, donc tout le monde s'en fout. Certains qui ont toujours dit non, l'Inde a toujours dit non. Et d'autres qui ont voulu qu'on signe un contrat normal, un contrat de dire si jamais on trouve quelque chose d'intéressant chez vous, ok, Tara, et le CNRS, on fait de la recherche open data, c'est non-profit, c'est grand public, on partage toutes les données avec toute la planète. Ils voulaient signer un contrat, je leur ai dit pas de problème, donnez-moi le contrat. Et j'attends toujours le contrat, c'était en 2008. Donc il n'y a pas vraiment d'État qui sont contre, c'est très compliqué. C'est qu'on croit que l'océan est si important qu'il faut qu'on étudie l'océan, que tout le monde a compris ça, que... Eh ben non, vous restez un pays qui est la France, qui vient dans un pays tiers, prélever et mesurer des données et des mesures et des organismes pour comprendre un écosystème, mais qui c'est qui garantit ce pays que demain il y a des profits à faire, eh bien mon pays en verra la couleur. C'est ce qu'on a fait en Amazonie pendant des décennies. On est allé servir d'organismes, d'animaux, de grenouilles, etc. On a ramené ça en France, on a fait les tribus locales n'ont jamais rien vu de la couleur de tous ces bénéfices. Et donc il y a cet enjeu qui est majeur. Aujourd'hui, c'est que les États, c'est dans les zones eaux territoriales et zones économiques exclusives, 300 km des côtes. Et on discute depuis 1 an et demi à l'ONU pour savoir ce qu'on fait de la haute mer. Et la haute mer, c'est la moitié du globe en surface. Et la haute mer, elle vous appartient à vous, à moi, à l'Amérique, à tout le monde. Elle appartient à tout le monde. Et on peut y faire à peu près ce qu'on veut aujourd'hui en haute mer. On peut pêcher ce qu'on veut. On peut trafiquer ce qu'on veut comme drogue, etc., comme armes. On peut larguer ce qu'on veut. Personne ne pourra vous dire vous n'avez pas le droit de faire ça. Il n'y a pas une armée dans le monde qui est mandatée pour vous dire là, la loi, c'est pas ça. Vous devez attendre que les mecs soient dans votre zone territoriale. Vous devez attendre que ces bateaux sont dans les 12 000 de vos côtes, 20 km, pour les arraisonner. Ou alors vous contactez le pavillon du bateau en question. Bonjour, je suis un bateau de guerre français, un bateau de votre pavillon est en train de faire n'importe quoi, est-ce que je peux l'arraisonner? Et il y a 4 ou 5 pavillons dans le monde, 4-5 pays qui ne répondent pas au téléphone. Et donc on ne peut pas arraisonner. C'est les îles Marshall, c'est Panama, c'est les îles Morovia, c'est les îles Caïmans, qui sont en général du coup des paradis fiscaux. Ça va ensemble. Après, pour répondre à votre question, il y a des pays qui, par exemple, sur la pêche à la baleine, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, il n'y a aucune justification d'aller tuer des baleines pour les manger, ça c'est clair. Mais bon, aller persuader un Japonais, un Islandais, un Norvégien ou un Russe, ils continuent à faire ça. Vous savez, au Japon, il y a quelque temps, ils avaient un droit qui m'énerve beaucoup, qui s'appelle un droit scientifique. Alors, vous savez, un scientifique, il est considéré quand il publie. Donc, je me suis dit, si les Japonais, depuis 15 ans, ont des droits pour des pêches scientifiques, je devrais retrouver un tas de papiers japonais sur les baleines. Il n'y a rien. Donc, ils ne les pêchent pas pour faire de la science. Donc, ça veut dire que là, il y a un conflit immédiat entre les pro-whaling et les anti-whaling. Mais on n'est pas prêt à déclencher la guerre au Japon ou à l'Islande. Donc, c'est des vraies questions qui sont posées, vous avez raison. La commission baleinière, quand elle vote, il y a des pays qui sont présents, mais qui n'ont pas d'accès à la mer. Donc ils donnent leur voix au pays le plus généreux. Voilà comment ça fonctionne. Bonsoir. Je voulais redonner la parole à Gilles sur une question qui a été un peu posée tout à l'heure, celle de la surpêche.
Madame nous rappelait tout à l'heure les quantités importantes de rejets en mer. J'avais vu à une dernière conférence un chercheur de l'IFREMER qui nous parlait d'une politique qui avait été tentée d'être mise en place, une politique de zéro rejet. C'est-à-dire que tout ce qui est capturé serait ramené à terre, à la fois pour le trier, pour ce qui concerne les plastiques, le recycler, et pour les poissons qui ne sont pas possibles d'être consommés car trop petits, d'en faire d'autres types d'utilisation. Il nous expliquait que ce type de politique ne fonctionnait pas. Donc je voulais savoir déjà pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que ce type de politique-là, d'un œil un peu novice, peut paraître comme une bonne étape avant d'aller vers des politiques plus drastiques. Alors je disais que on montre que pêcher un stock raisonnablement peut très très bien être durable et soutenable. Par contre, la surpêche est absolument injustifiable. Alors le problème de ce que vous évoquez là, c'est le fait que les outils de pêche utilisés ne sont pas adaptés à ce qu'on fait. On part le matin en mer pour pêcher un poisson particulier. Je ne pêche que de l'espadon, du thon rouge. Ok. Donc là, je pêche que ça. Je respecte la taille limite et je respecte le quota. Quota fixé par les scientifiques, mais qui sont rarement respectés. Je prends l'exemple de 2007 en France. On avait dit, nous scientifiques, 14 000 tonnes de thon rouge en Méditerranée. Le ministre dit 31 500 et ils ont pêché 63 000 tonnes. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur... Tout le monde se fout de tout le monde là-dessus. Hein. De toute façon, le problème, il est lié au fait que les déclarations de pêche sont faussées. Moi, je vois les pêcheurs qui me disent souvent, mais tu sais, tes trucs, on n'en a rien à faire, de toute façon, puisqu'on déclare de moins en moins nos captures. Donc nos modèles mathématiques sont de moins en moins valables, bien sûr. Hein. Et ça, c'est au vu et au su de tout le monde. Donc il y a ça. Deuxièmement, sur les histoires des rejets, il y a des pêches qu'il faut interdire aujourd'hui parce qu'elles amènent à trop de rejets. Et on revient aux pays en voie de développement. Les pêcheries de crevettes aujourd'hui au Cambodge ou au Vietnam sont dramatiques parce qu'ils n'ont pas d'engin de froid sur les bateaux. Donc les crevettes qui sont pêchées au large, au bout de 3 jours, elles sont jetées à la mer. Et là, il y a un gâchis absolument monstrueux. On a regardé à quoi servent ces crevettes mortes, rejetées à l'eau. Un peu aux oiseaux, mais pas beaucoup. Donc ça veut dire que là, il y a des pêcheries qui sont clairement aujourd'hui à prohiber entièrement. Donc il faut reprendre tout le système. Bien sûr, ne pas laisser pêcher les petits. Vous savez, moi je vois sur les marchés aujourd'hui des sols comme ça, surtout chez moi en pays catalan, hein, des lots comme ça, pour vendre. Et alors je dis au type, mais vous avez vu ce que vous avez là? Ah ben il me dit, vous comprenez, le catalan il aime la friture. Et ben je dis, c'est simple, le fils du catalan il bouffera des patates, c'est tout. Donc c'est tout. Donc ça veut dire que moi je crois quand même à la responsabilisation des gens qui fera que demain, on peut avoir une pêche. Alors, méfions-nous de pêcheries artisanales, j'en connais aussi qui sont extrêmement destructrices. Hein. Il y a des grandes pêches océaniques qui sont lamentables, je suis absolument d'accord, mais il y a des pêcheries artisanales qui posent aussi problème. Quand les pêcheurs pêchent à la dynamite, au cyanure, c'est pas des grosses compagnies, c'est des petits pêcheurs. Hein. Et ça détruit totalement le corail dans le Pacifique, un peu partout. Ça, c'est de l'irresponsabilité totale des systèmes. Donc ça veut dire que la pêche doit être totalement encadrée, beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, ça c'est clair. Et puis moi, je rejoins tout à l'heure ce que disait Romain. Pourquoi un gasoil détaxé alors qu'on sait que ce stock-là est en danger et ne pourra pas permettre de rembourser les emprunts des bateaux qui ont été construits? C'est une vraie question. C'est facile à gérer, ça, hein. Je me permets juste de faire un petit complément d'information. Madame, c'est pas compliqué. Un bateau de pêche, ça décale avec un certain volume de stockage. Vaut mieux rentrer au port avec des poissons qui sont chers à la criée qu'avec des petits poissons. Et encore moins avec du plastique ou des ordures. Et pour juste une petite anecdote absolument navrante, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à Douarnenez et des amis nous racontaient, il n'y a pas longtemps, toute la baie avec des tas de sardines mortes. Pourquoi? Parce que il y avait eu beaucoup de filets sur les sardines, sauf que, oh zut, il y a un meilleur rendement. Je ne sais plus quelle espèce c'était, sur le loup. Sur le bar. Et on balance tout, on n'a pas su qui avait fait ça, mais on balance le stock de sardines qui a été pêché pour aller chercher le loup, parce que comme ça on revient à la criée et on a le meilleur rendement. Ils avaient rempli leur cale de sardines déjà, et quelqu'un dit, il y a des bars en ce moment à tel endroit, ils ont jeté tout à l'eau pour aller repêcher les bars. Ça c'est absolument lamentable, évidemment. Et justement, je croyais que l'idée là, c'était de rémunérer de manière juste le pêcheur sur tout ce qui ramène à taux égal. Normalement, c'est la loi, hein. C'est la loi, mais c'est difficile. Ça a été appliqué en Méditerranée pendant 2 ans. Puis les pêcheurs ramenaient le plastique sur le quai. Puis alors, il y a une montagne de plastique sur le quai qui s'est créée. Et personne n'en faisait rien de ce plastique parce que personne n'avait pensé à qu'est-ce qu'on fait de ce plastique après. Donc ils ont arrêté de faire ça. Ils ont arrêté de payer le truc à la tonne. Parce qu'en fait, il n'y avait pas l'économie circulaire derrière, organisée, le circuit de gestion de ces déchets pour les valoriser ou pour en faire de l'énergie ou pour en faire quoi que ce soit. Et donc
encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça, qu'un bout du machin, on doit traiter tout d'un coup pour être efficace, quoi. Et ça prend du temps, ça prend de la matière grise, et ça prend aussi des risques de toute la chaîne de valeur pour innover, quoi. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire aujourd'hui. Pour les pêches, bien sûr, la pêche au chalut de grand fond, on met une palangre à la place, on pêche autant ce qu'on a besoin de pêcher que ce qu'on a besoin. On détruit rien de ce qu'il y a à côté, quoi. Et ça, c'est du bon sens. Mais le temps que le bon sens fasse son chemin dans le monde de la pêche, en général, de toute façon, ben, ça prend du temps et pendant ce temps-là, on détruit. Sur la pêche profonde, on s'est beaucoup battu. 800 mètres, pour moi, c'est encore trop. Hein. J'aurais préféré 400. Et ce qu'il faut faire à terme, c'est interdire le chalutage. C'est absolument évident. Hein. Mais chalut, ça coûte, changer d'engin de pêche, ça coûte très cher. Qui c'est qui va payer? Quelle subvention va aider les mecs à changer là? Après, c'est un problème économique. C'est que le mec peut pas. Le pêcheur, moi j'en connais plein, il dit le problème, c'est que j'ai pas les moyens de me payer un nouveau bateau, un nouveau système de pêche. Je peux pas, quoi. Et donc, il faut que je nourrisse mes gosses, et donc je pêche. C'est très complexe. C'est ça qui est. Pour revenir à votre remarque, on est devenu dans un monde archi complexe, quoi. Et bien sûr qu'il faut prendre des mesures drastiques, mais on n'est pas en Chine, quoi, ici. Hein. Donc il faut faire avec ce qu'on a et il faut faire le mieux possible. Pour faire le mieux possible, si on arrête de consommer le poisson, ce serait facile. Hein. Sauf que vous avez 55 millions de petits pêcheurs au monde qui ne vivent que de cela. Bon, admettons les pêcheurs locaux, mais bon, ils peuvent aussi se faire autrement. Hein. Les pêcheurs de thon, je veux bien croire, mais allez en Asie, je vous disais tout à l'heure, il y a des gens, je connais, ils ne peuvent pas s'acheter du cochon ou de la vache ou du poulet, ils n'ont rien. Mais on peut déjà commencer par les pays qui peuvent se passer de manger du poisson. Oui, bien sûr, mais il faut que les gens le fassent d'eux-mêmes. On ne peut pas imposer aux gens en disant, écoutez, moi je suis pour, je prêche. Hein. Mais les gens, ils ne sont pas informés, c'est ça. Comment ? Les gens sont mal informés, c'est pas à la télévision qu'on va voir ce genre d'histoire. Ça, c'est important. Parce que même M. Pernou, j'aime bien son émission, mais quand on parlait de la pêche, j'avais pas envie de la regarder. Tous ces passages-là, ça me plaît pas. C'est pas utile, c'est pas nécessaire, et il faut arrêter. En plus, les subventions, c'est nous qui les payons, que ce soit les subventions pour le foie gras, les subventions pour la viande, pour le lait, pour tout. Personne ne vit de son travail. C'est pareil au et niveau on agricole. paye. C'est pareil au niveau agricole, vous avez raison. Oui. Bien sûr qu'il faut arrêter ça, évidemment. Il faut arrêter. Il n'y a pas assez d'argent pour faire de la dépollution, mais il y a assez d'argent pour compenser la perte d'argent des gens qui exploitent les animaux. On marche sur la tête. Et les plantes aussi, il n'y a pas que les animaux. Hein. Il n'y a pas que les animaux, il y a les plantes aussi. Hein. Il y a aussi tout ce qu'on met sur les plantes aussi. Hein. Vous les mangez, vous empoisonnez plus quelquefois qu'en manger un animal. Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'en fait, vraie question quand je vous que je posais tout à l'heure. Honnêtement, voilà. C'est ça. Quand on interdit il faut nourrir 10 milliards d'humains. Quelque chose, je pense qu'il faut peut-être le remplacer par autre chose ou proposer une solution alternative et qui soit accessible à tous. Et quand je dis tous, c'est ça va de nous, dans le plein centre de Paris, aux petits paysans. D'accord. Mais si demain on interdit, par exemple, le vernis sur les ongles, c'est pareil, c'est tout aussi nocif. En fait, on n'arrivera jamais à faire plaisir à tout le monde. Et le problème, c'est que... Mais ça, c'est pas une question de plaisir. Si on se pose la question, je me fais plaisir à manger un beefsteak et qu'on sait tout ce qu'il y a derrière, on n'a plus de plaisir. Il faut juste le savoir. Mais ça, je vous rejoins totalement. Mais après, la question, c'est... en fait, qu'est-ce que je peux manger si demain j'arrête le poisson et j'arrête la viande, par exemple? Et après, parce que si on part du principe que donc on va se nourrir uniquement de graines, ça convient peut-être à notre culture, nous, en France. Peut-être que ça conviendra pas... Après, c'est des questions ouvertes. Hein. C'est les questions que je me pose là, à l'instant T. Ça dépend beaucoup des ethnies. Hein. Vous avez des zones en Chine depuis très longtemps, ils ne mangent plus de viande depuis très très longtemps. Mais les Inuits, s'ils ne mangent pas de viande, qu'est-ce qu'ils mangent? Donc vous voyez que c'est compliqué. Hein. Non, mais c'est pour vous dire que c'est pas si simple que ça. Je ne peux pas dire à un Éthiopien ou un Érythréen, tu ne manges pas ta chèvre ou ta vache. Je ne peux pas. Il n'a que ça. Mais je suis d'accord. Mais ça, chacun de soi ici, chacun peut faire ça, bien sûr, évidemment. Hein. Et ça fait un bout de temps qu'on fait des conférences quand même. On parlait tout à l'heure de faire comme nos grands-parents, enfin mes grands-parents. Si on vivait déjà comme mes grands-parents, ça serait pas mal, parce que eux, c'était des paysans,
Et ils tuaient le cochon, mais ils ne mangeaient pas la viande tous les jours. Ils mangeaient peut-être le dimanche pour les grandes occasions pour Noël et tout ça. Ils mangeaient la carotte et les choux et ce qui passe. Moi, je suis norvégienne, donc là-haut, il n'y a pas énormément de choses qui passent. Parce que d'arrêter la viande, de commencer à manger la quinoa, le soja, qui tue la forêt amazonienne, c'est pas mieux. Il faut être raisonné. Pourquoi on ne mange pas moins, beaucoup moins comme nos grands-parents, enfin nos grands-grands-parents. Déjà, ça pourrait faire une agriculture raisonnée en France et puis arrêter tous ces escrocs de chimistes là. Ça pourrait reprendre. On pouvait commencer à faire une agriculture Sur 120 ans, raisonnée. on a doublé la consommation calorique par jour en France. C'est horrible. Sur 120 ans, on mange 2 fois plus. Tu dis quoi? Que les gens de 1990. 2 fois? 2 fois plus, oui. Combien de temps? En 120 ans. C'est tout. Ah oui, et on déjà, est beaucoup plus gros. On n'a pas besoin de manger du quinoa. On est 10 cm plus haut et on a gagné 35 kilos, y compris l'obésité, en 120 ans. Vous voyez que... Et ça s'arrête aujourd'hui. Hein. Les Français ne grandissent plus, c'est terminé depuis 4-5 ans. On perd de l'espérance de vie, donc ça c'est intéressant aussi à dire, ça aussi bien sûr. Hein. Et on a des problèmes d'obésité importants. On mange trop, c'est clair ça. Par rapport à l'activité physique que l'on a. Mais ça on le sait bien, on n'arrête pas de le dire ça. Hein. On voit le résultat dans la population. Hein. Aller aux États-Unis, c'est beaucoup plus impressionnant encore que chez nous. Hein. On est foutu, on mange trop. C'est ça qu'on dit. Tu as 1800 kg. On est à 4000 aujourd'hui. Merci pour vos interventions. Moi j'ai une question, c'est, je crois profondément en fait dans la société civile comme contre-pouvoir, comme action de think tank, de réflexion. Aujourd'hui, quels sont les modèles qui marchent, qui ont été mis en place dans les autres pays? Qu'est-ce qu'on peut copier? Qu'est-ce qu'on peut faire comme action individuelle? Je pense à un Kickstarter de la mer, à du funding de sociétés éthiques autour de l'océan pour développer ça. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on aurait envie pour rester plus sur une note positive et pas voir que le négatif est ce qu'on est en train de détruire et qu'on a déjà bien détruit? D'expérience, il n'y a pas beaucoup de... Bizarre, il n'y a pas beaucoup d'initiatives sur la planète en général, sur l'océan. Il n'y a pas d'électeurs, donc les politiques s'en foutent, à peu près. C'est quand même compliqué. Je sais pas, à l'instant T, on est 9 milliards sur la planète. À l'instant T, il y a peut-être 1 million, 2 millions de mecs en mer. De mecs en mer sur leur bateau, quoi. Donc il n'y a vraiment pas grand monde, quoi, sur ce... et donc, je pense qu'il y a des matières, il y a de la matière pour innover là-dedans, en tout cas. Mais tout reste à faire, et comme je disais tout à l'heure, il faut essayer d'avoir des idées, de les pousser. Mais il faut aussi que les États et les politiques mettent en place des fonds d'investissement pour aider ça, sur la mer, par exemple. Il y en a un peu au niveau du cluster maritime français, mais c'est rien. Rien du tout. Finalement, ça pourrait passer par une valorisation du manque à gagner de l'exploitation de l'océan pour faire en sorte qu'on arrive à préserver finalement un trésor aujourd'hui qu'on n'arrive pas à exploiter. Donc le meilleur moyen, c'est de valoriser la mer pour ce que ça peut nous apporter et d'illustrer ça. Ça pourrait passer sur une toute petite taxe sur le kilo transporté en mer, entre l'Asie et l'Europe, entre l'Asie et les US. Toute petite taxe, ça ferait des milliards d'euros chaque année à investir. On en parle, mais elle a du mal à passer. C'est moins cher aujourd'hui de transporter un congélateur de Shanghai au Havre que du Havre à Paris. Devant des coûts économiques comme ça, on ne peut pas avancer. Ça veut dire qu'il y a vraiment un bouleversement à lancer au niveau économique, c'est évident, bien sûr. Hein. Demain, la pollution par le trafic maritime, elle est considérable. Donc demain, il faut que l'énergie de ces bateaux qui transportent ces milliards de tonnes de conteneurs fonctionne à autre chose qu'au gasoil. Ça, c'est absolument évident. Ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes, ça. Et donc, en fait, ceux qui ont le pouvoir, c'est les citoyens. Les citoyens ont le pouvoir parce que les citoyens achètent. Et quand on achète, on a un pouvoir de dingue. On choisit. Et pour ça, il faut être informé. Et vous dites, je suis d'accord avec vous, on est mal informé sur plein de choses. La pêche, moi je vois mon poisson à Paris. Je lui demande, il vient d'où le poisson? Il ne sait pas trop, quoi. Ah, l'Atlantique, ouais. Mais il ne sait pas trop, en fait. Donc il y a un problème d'information. C'est n'importe quoi. Hein. Aujourd'hui, vous avez un œuf de saumon fait en Norvège, d'accord, qu'on met dans un avion, il part au Chili. Là, l'œuf de saumon est transformé en un petit poisson d'eau douce que l'on passe en eau salée,
Ils font maintenant 18 kilos à 3 ans. Hein. Les généticiens norvégiens ont bien travaillé, mais nourris avec des farines de poisson. Ensuite, ce poisson est abattu au Chili, la manœuvre est moins chère, en filet. Les filets viennent à Boulogne. La France est le plus grand fumeur au monde, hein. C'est la France, hein, à Boulogne, et il est mangé au Japon. C'est soutenable, ça? C'est un bel exemple parmi d'autres où on marche sur la tête, c'est évident. C'est aberrant. En fait, le bon sens, c'est très déjà... Ça serait déjà des normes. On va conclure sur une note un peu plus gaie. Ma grand-mère disait « mange une main, garde l'autre pour demain ». Non, c'est vrai que tous ces problèmes sont lourds, sont difficiles. Nous, à Thalassa, on en a montré quand même beaucoup, contrairement à ce que vous dites. Nous avons fait sur le tour du monde, on a fait 13 émissions pour montrer aux gens comment fonctionnaient les containers et les bateaux-containers. Ça fait beaucoup de choses. Mais je reconnais, et je les écoute parce qu'ils sont plus intelligents que moi, c'est pas très simple de faire bouger le monde politique. Déjà, regardez pour les élections, le temps que ça prend. Mais je pense qu'il y a peut-être des chances, puisqu'il y a un nouveau, par exemple, au ministère de l'Environnement. Non, mais je pense qu'il peut au moins avoir des idées, il connaît des gens, il a eu... Bon, enfin, moi, je trouve que c'est un côté positif. Pour une fois, on met quelqu'un dans son domaine. C'est mieux qu'un énarque. Hein. C'est mieux qu'un énarque. J'en ai contre les énarques, mais quand même. Nicolas, il va faire ce qu'il peut, Nicolas. Mais Nicolas, il a quand même 2-3 priorités dans sa tête sur la nutrition, sur des enjeux comme ça, qu'il va s'y accrocher. Bon, ça, ce sera l'objet d'un autre débat, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Et le prochain thème éco-optimiste, c'est sur le voyage. Donc, il y aura une conférence sur le tourisme durable. Je vous invite vivement à y participer. Merci beaucoup aux intervenants. Merci.